Le Père Goriot, Honoré de Balzac, lu par Équilivre, livre audio. Suite. Rastignac écoutait d'un air stupide et ne pouvait rien répondre. En ce moment, le Père Goriot, Bianchon et quelques autres pensionnaires arrivèrent. « Voilà comme je vous voulais, lui dit Vautrin. Vous savez ce que vous faites. Bien, mon petit Aiglon. Vous gouvernerez les hommes. Vous êtes fort, carré, poilu. Vous avez mon estime. » Il voulut lui prendre la main. Rastignac retira vivement la sienne et tomba sur une chaise en pâlissant. Il croyait voir une mare de sang devant lui. « Ah, nous avons encore quelques petits langes tachés de vertu, dit Vautrin à voix basse. Papa d'Oliban a 3 millions, je sais sa fortune. La dot vous rendra blanc comme une robe de mariée, et à vos propres yeux. » Rastignac n'hésita plus. Il résolut d'aller prévenir pendant la soirée messieurs Taillefer, père et fils. En ce moment, Vautrin l'ayant quitté, le Père Goriot lui dit à l'oreille : « Vous êtes triste, mon enfant. Je vais vous égayer, moi. Venez. » Et le vieux vermicelier allumait son rat de cave à l'une des lampes. Eugène le suivit, tout ému de curiosité. « Entrons chez vous, dit le bonhomme, qui avait demandé la clé de l'étudiant à Sylvie. « Vous avez cru ce matin qu'elle ne vous aimait pas, hein, reprit-il. Elle vous a renvoyé de force, et vous vous en êtes allé fâché, désespéré. Ni Godino, elle m'attendait. Comprenez-vous ? Nous devions aller achever d'arranger un bijou d'appartement dans lequel vous irez demeurer d'ici à 3 jours. Ne me vendez pas. Elle veut vous faire une surprise, mais je ne tiens pas à vous cacher plus longtemps le secret. Vous serez rue d'Artois, à 2 pas de la rue Saint-Lazare. Vous y serez comme un prince. Nous avons eu des meubles comme pour une épousée. Nous avons bien fait les choses depuis 1 mois, en ne vous disant rien. Mon avoué s'est mis en campagne. Ma fille aura ses 36 000 francs par an, l'intérêt de sa dot, et je vais faire exiger le placement de ces 800 000 francs en bons biens au soleil. » Eugène était muet et se promenait les bras croisés, de long en long, dans sa pauvre chambre en désordre. Le Père Goriot saisit un moment où l'étudiant lui tournait le dos et mit sur la cheminée une boîte en maroquin rouge, sur laquelle étaient imprimées en or les armes de Rastignac. « Mon cher enfant, disait le pauvre bonhomme, je me suis mis dans tout cela jusqu'au cou, mais voyez-vous, il y avait à moi bien de l'égoïsme. Je suis intéressé dans votre changement de quartier. Vous ne me refuserez pas, hein, si je vous demande quelque chose. Que voulez-vous ? Au-dessus de votre appartement, au 5e, il y a une chambre qui en dépend. J'y demeurerai, pas vrai ? Je me fais vieux, je suis trop loin de mes filles. Je ne vous gênerai pas. Seulement je serai là. Vous me parlerez d'elles tous les soirs. Ça ne vous contrariera pas, dites. Quand vous rentrerez, que je serai dans mon lit, je vous entendrai. Je me dirai, il vient de voir ma petite Delphine. Il l'a menée au bal. Elle est heureuse par lui. Si j'étais malade, ça me mettrait du baume dans le cœur de vous écouter revenir, vous remuer, aller. Il y aura tant de ma fille en vous. Je n'aurai qu'un pas à faire pour être aux Champs-Élysées, où elle passe tous les jours. Je les verrai toujours, tandis que quelquefois j'arrive trop tard. Et puis, elle viendra chez vous peut-être. Je l'entendrai, je la verrai, dans sa douillette du matin, trottant, allant gentiment comme une petite chatte. Elle est redevenue, depuis 1 mois, ce qu'elle était jeune fille, gaie, pimpante. Son âme est en convalescence. Elle vous doit le bonheur. Oh, je ferai pour vous l'impossible. Elle me disait tout à l'heure en revenant : « Papa, je suis bien heureuse. » Quand elle me dit cérémonieusement « mon père », elle me glace, mais quand elle m'appelle papa, il me semble encore les voir petites. Elles me rendent tous mes souvenirs. Je suis mieux leur père. Je crois qu'elles ne sont encore à personne. Le bonhomme s'essuya les yeux. Il pleurait. Il y a longtemps que je n'avais entendu cette phrase, longtemps qu'elle ne m'avait donné le bras. Oh oui, voilà bien 10 ans que je n'ai marché côte à côte avec une de mes filles. Est-ce bon de se frotter à sa robe, de se mettre à son pas,
de partager sa chaleur. Enfin, j'ai mené Delphine ce matin partout. J'entrai avec elle dans les boutiques. Je l'ai reconduite chez elle. Oh, gardez-moi près de vous. Quelquefois vous aurez besoin de quelqu'un pour vous rendre service. Je serai là. Oh, si cette grosse souche d'Alsacien mourait, si sa goutte avait l'esprit de remonter dans l'estomac, ma pauvre fille serait-elle heureuse. Vous seriez mon gendre, vous seriez ostensiblement son mari. Bah, elle est si malheureuse de ne rien connaître au plaisir de ce monde, que je l'absous de tout. Le bon Dieu doit être du côté des pères qui aiment bien. Elle vous aime trop, dit-il en hochant la tête après une pause. En allant, elle causait de vous avec moi. N'est-ce pas, mon père, il est bien, il a bon cœur. Parle-t-il de moi? Bah, elle m'en a dit, depuis la rue d'Artois jusqu'au passage des panoramas, des volumes. Elle m'a enfin versé son cœur dans le mien. Pendant toute cette bonne matinée, je n'étais plus vieux. Je ne pesais pas une once. Je lui ai dit que vous m'aviez remis le billet de 1000 francs. Oh, la chérie, elle en a été émue aux larmes. Qu'avez-vous donc là sur votre cheminée? Dit enfin le père Goriot, qui se mourait d'impatience en voyant Rastignac immobile. Eugène, tout abasourdi, regardait son voisin d'un air hébété. Ce duel, annoncé par Vautrin pour le lendemain, contrastait si violemment avec la réalisation de ses plus chères espérances, qu'il éprouvait toutes les sensations du cauchemar. Il se tourna vers la cheminée, y aperçut la petite boîte carrée, l'ouvrit et trouva dedans un papier qui couvrait une montre de Breguet. Sur ce papier étaient écrits ces mots: « Je veux que vous pensiez à moi à toute heure, parce que... Delphine. » Ce dernier mot faisait sans doute allusion à quelque scène qui avait eu lieu entre eux. Eugène en fut attendri. Ses armes étaient intérieurement émaillées dans l'or de la boîte. Ce bijou si longtemps envié, la chaîne, la clé, la façon, les dessins répondaient à tous ses vœux. Le père Goriot était radieux. Il avait sans doute promis à sa fille de lui rapporter les moindres effets de la surprise que causerait son présent à Eugène, car il était entier dans ses jeunes émotions et ne paraissait pas le moins heureux. Il aimait déjà Rastignac, et pour sa fille, et pour lui-même. Vous irez la voir ce soir, elle vous attend. La grosse souche d'Alsacien soupe chez sa danseuse. Ah ah, il a été bien sot quand mon avoué lui a dit son fait. Ne prétend-il pas aimer ma fille à l'adoration? Qu'il y touche et je le tue. L'idée de savoir ma Delphine a... Il soupira. Me ferait commettre un crime. Mais ce ne serait pas un homicide, c'est une tête de veau sur un corps de porc. Vous me prendrez avec vous, n'est-ce pas? Oui, mon bon père, vous savez bien que je vous aime. Je le vois, vous n'avez pas honte de moi, vous. Laissez-moi vous embrasser. Et il serra l'étudiant dans ses bras. Vous la rendrez bien heureuse, promettez-le-moi. Vous irez ce soir, n'est-ce pas? Oh oui, je dois sortir pour des affaires qu'il est impossible de remettre. Puis-je vous être bon à quelque chose? Ma foi, oui. Pendant que j'irai chez madame de Nuncingen, allez chez monsieur Taillefer, le père, lui dire de me donner une heure dans la soirée pour lui parler d'une affaire de la dernière importance. Serait-ce donc vrai, jeune homme? Dit le père Goriot en changeant de face. Feriez-vous la cour à sa fille, comme le disent ces imbéciles d'en bas? Tonnerre de Dieu, vous ne savez pas ce que c'est qu'une tape à la Goriot. Si vous nous trompiez, ce serait l'affaire d'un coup de poing. Oh, ce n'est pas possible. Je vous jure que je n'aime qu'une femme au monde, dit l'étudiant. Je ne le sais que depuis un moment. Ah, quel bonheur, fit le père Goriot. Mais, reprit l'étudiant, le fils de Taillefer se bat demain, et j'ai entendu dire qu'il serait tué. Qu'est-ce que cela vous fait, dit Goriot. Mais il faut lui dire d'empêcher son fils de se rendre, s'écria Eugène. En ce moment, il fut interrompu par la voix de Vautrin, qui se fit entendre sur le pas de sa porte, où il chantait « Ô Richard, ô mon roi, l'univers m'abandonne, broum, 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 broum. J'ai longtemps parcouru le monde, et l'on m'a vu, tralalalala. » Messieurs, cria Christophe, la soupe vous attend, et tout le monde est à table. Viens, dit Vautrin, viens prendre une bouteille de mon vin de Bordeaux. La trouvez-vous jolie, la montre? Dit le père Goriot. Elle a bon goût, hein?
Vautrin, le père Goriot et Rastignac descendirent ensemble, et se trouvèrent, par suite de leur retard, placés à côté les uns des autres à table. Eugène marqua la plus grande froideur à Vautrin pendant le dîner, quoique jamais cet homme si aimable aux yeux de madame Vauquer n'eût déployé autant d'esprit. Il fut pétillant de saillie, et sut mettre en train tous les convives. Cette assurance, ce sang-froid, consternait Eugène. Sur quelle herbe avez-vous donc marché aujourd'hui lui dit madame Vauquer. Vous êtes gai comme un pinson. Je suis toujours gai quand j'ai fait de bonnes affaires. Des affaires, dit Eugène. Eh bien oui, j'ai livré une partie de marchandises qui me vaudra de bons droits de commission. Mademoiselle Michonneau, dit-il en s'apercevant que la vieille fille l'examinait, ai-je dans la figure un trait qui vous déplaise, que vous me faites l'œil américain? Faut le dire, je le changerai pour vous être agréable. Poiret, nous ne nous fâcherons pas pour ça, hein dit-il en guignant le vieil employé. Sac à papier, vous devriez poser pour un Hercule farceur, dit le jeune peintre à Vautrin. Ma foi, ça va, si mademoiselle Michonneau veut poser en Vénus du Père-Lachaise, répondit Vautrin. Et Poiret, dit Bianchon. Oh, Poiret posera en Poiret. Ce sera le dieu des jardins, s'écria Vautrin. Il dérive de poire. Molle, reprit Bianchon. Vous seriez alors entre la poire et le fromage. Tout ça, c'est des bêtises, dit madame Vauquer. Et vous feriez mieux de nous donner de votre vin de Bordeaux dont j'aperçois une bouteille qui montre son nez. Ça nous entretiendra en joie, outre que c'est bon à l'estomac.